Bonjour Bertrand Zwiderski, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur RSE du groupe Carrefour depuis 2013. Est-ce qu'on disait directeur RSE ou directeur du développement durable? On a dit un peu développement durable, un peu RSE. En fait, c'est deux métiers un peu différents. Ben oui, RSE, c'est un peu le métier corporate. Ouais. C'est le métier vraiment avec les indices extra-financiers, la relation investisseur. Et développement durable, c'est plus le métier consommateur. On est là parce qu'il y a ce salon Pro Durable. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à un salon comme celui-là? C'est le salon de notre métier. On l'a vu grandir ce salon. On a vu de plus en plus de collègues y participer. Et c'est un salon qui a pris de l'ampleur et qui montre que ce métier, c'est un métier de transformation. C'est un métier qui est au cœur de la vie des entreprises aujourd'hui. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Vous êtes venu avec des produits. On va beaucoup parler d'innovation parce que c'est au cœur de cette transition écologique. Mais ce que j'entends dans ce que vous venez de dire, c'est le virage stratégique. C'est-à-dire que le directeur du développement durable ou le directeur RSE d'un groupe, il n'a pas le même, je pense, il n'a pas le même poids aujourd'hui qu'en 2013 quand vous êtes arrivé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très différent. En effet, il y a une écoute. Vous avez aujourd'hui la grande différence entre ce qui existait avant, je dirais qu'il y a 10, 15 ans, et maintenant, c'est qu'on n'avait pas le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la société, le consommateur qui est derrière vous. Et d'ailleurs, nous, on en a fait un peu une force chez nous. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un genre de club, un club de consommateurs engagés. Et ce club de consommateurs engagés, je les ai par WhatsApp tous les jours, etc. Et eux, ils nous donnent une force. Cette force-là, c'est celle qui vous donne plus de poids dans l'entreprise. Et donc, en fait, c'est la force de vos clients, la force de la société qui vous donne du poids à l'entreprise. C'est la grosse différence. Oui, et quand on parle de poids pour une entreprise, on peut aussi ici donner quelques chiffres clés de Carrefour. 321 000 collaborateurs dans le monde, plus de 12 000 magasins répartis dans plus de 30 pays, chiffre d'affaires 2020, 78,6 milliards d'euros, des ventes qui ont progressé l'an dernier. Il y a un effet crise sanitaire, pour le coup, plutôt positif pour vos métiers, et heureusement qu'il y a certains secteurs qui en ont profité. Mais il y a un effet global. Il y a un effet, en effet, bien sûr qu'on était à travailler. Nous, on a dû être présents pendant toute la période de crise. Ça nous a posé quand même des difficultés aussi, parce qu'il fallait être présent et c'était complexe. Mais en effet, on a réussi à rendre un service de qualité, je pense, à nos clients, et ils nous le rendent bien. Est-ce que la part du bio continue de progresser? Oui. La part du bio continue de progresser. Alors, le bio, vous savez que nous, on a été les premiers en 92. Donc, on a vu une stagnation, et puis d'un seul coup, on a vu une envolée. Et cette part du bio, elle est encore en train de continuer à progresser. On a un niveau d'exigence qui est plus élevé. Vous savez, le local est arrivé comme une grosse tendance. Donc, on a le bio local qui est arrivé aussi. On a le bio. Donc, le bio devient multiforme. Mais la part du bio augmente et on a un objectif qui est très clair là-dessus. Oui, et c'est au cœur du plan stratégique de Carrefour. Avec cet objectif de transition alimentaire, sont les mots que vous employez. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Alors, on utilise le mot transition alimentaire pour tous. Oui. C'est très important. Oui. Transition alimentaire, c'est accompagner notre client à mieux manger. Manger plus sain, plus durable, etc. Mais pour tous, c'est là où est le challenge. C'est que ça doit être accessible à tout le monde, à tous nos consommateurs. Vous avez cité certains chiffres, donc vous voyez qu'on a 3 millions de consommateurs par jour, déjà, rien que pour Carrefour France. Donc c'est une responsabilité. Et donc nous, on veut mener une transition, mais qui soit pas destinée uniquement à une partie de la population, mais qui soit vraiment pour tous les consommateurs. Mais est-ce que le bio est plus cher? Et est-ce que la marge d'un groupe comme le vôtre n'est pas plus importante sur le bio? On a souvent accusé la grande distribution de faire plus de marge sur les produits bio. Pas du tout. La marge sur le bio n'est pas plus importante chez nous. D'ailleurs, vous allez voir, par exemple, ce qu'on a réussi à faire, j'ai un exemple très concret de banane. La banane bio-équitable, aujourd'hui, c'est une banane sur 3 qui est vendue chez Carrefour. C'est pas un client sur 3 qui est très engagé vers le bio, mais une banane sur 3 est bio-équitable chez Carrefour parce qu'on a réussi à faire qu'on a une banane conventionnelle, une banane bio-équitable les unes à côté des autres. Le client, quand il arrive, il voit un prix avec une très légère différence, et puis il venait avec la liste de courses banane, et puis d'un seul coup, il se dit tiens, pourquoi je ne prendrais pas une banane bio-équitable? Et ça, c'est un client sur 3. C'est un très bon exemple d'une transition alimentaire qui prend du temps, mais qui nécessite d'accompagner le consommateur. Alors, vous êtes venu, tiens, on va commencer par cette bouteille grise, là. Vous mettez quoi dedans? Du lait. Alors, je vais vous expliquer. En fait, du lait. C'est vrai qu'à première vue, on se dit c'est pas pour du lait. Oui, c'est complexe. C'est une dernière sortie, une dernière innovation qu'on a fait avec une entreprise qui s'appelle le groupe LSDH. Donc, c'est la marque Carrefour Bio. Ouais. Donc, vous voyez, on a un engagement très fort d'emballage recyclable, réutilisable avant 2025. Donc 2025, ça se rapproche. Ouais. Donc il nous faut trouver toutes les solutions pour que nos produits soient recyclables, réutilisables. Et vous voyez, avec cette bouteille, en fait, qui est en PET opaque, pour la recycler, on ne peut la recycler qu'en produisant un plastique gris. Et donc vous avez cette bouteille de lait qui va arriver
dans les maisons, dans les ménages, elle sera grise, et je vous assure que c'est un sacré défi. Ouais. Elle est déjà dans les rayons ou pas? Elle est déjà dans les rayons, Ouais. vous pouvez la trouver dans les rayons, et le défi est qu'on a toujours eu l'habitude de la bouteille blanche, et ben on va devoir s'habituer à une bouteille grise. Et c'est ça, le nouveau monde qu'on a à créer. Ouais, c'est pas Ça si vous semble? simple. Non. C'est pas si simple parce que je vais être très honnête avec vous, je pense plus à un produit ménager quand je vois cette couleur. Et ben voilà, c'est toute la transition qu'on a à faire. Cette Ouais. transition qu'on a à faire, elle est pas uniquement sur les produits, elle est aussi sur l'emballage, elle est un accompagnement du consommateur à consommer différemment. Alors, on parle de lait parce qu'il y a aussi cet enjeu de la surproduction de lait bio. Vous avez forcément vu cette information cette semaine. Les éleveurs français ont produit plus de lait bio que le marché ne peut en absorber. Pourquoi il y a cette panne de croissance? Comment vous l'expliquez? Ah, est-ce que c'est une panne de croissance? Je dirais que c'est un équilibre entre la production et nous, ce que l'on arrive à vendre et à consommer. Je dirais que c'est toujours un peu normal hein, qu'on arrive quelquefois à avoir peut-être trop de produits, nous à pas réussir à les Il y a une incitation vendre. gouvernementale, Bien des sûr, bien subventions, donc beaucoup d'éleveurs s'y sont mis parce qu'ils y trouvaient leur compte. Et heureusement, la question de la rémunération, de la bonne rémunération des agriculteurs, c'est évidemment très important. Mais le consommateur n'a pas tout à fait suivi. C'est quand même ça l'étonnement. Eh ben, tout le travail est de l'amener à la consommation, c'est avec la distribution spécialisée qui se développe. Hein, donc nous, on devient un des leaders de la distribution spécialisée. Qu'est-ce que vous appelez la distribution spécialisée? Les magasins qui sont spécialistes du bio. D'accord. Et ok. donc, c'est ce développement, cette pénétration dans l'ensemble des ménages, etc., qui va faire que, on va réussir à ce que la demande, et donc la demande du consommateur, va être croissante. Elle l'est, mais il faut qu'elle soit encore plus soutenue. Oui. Et c'est un très bon signe, vous savez qu'on a de la production bio. Hein. C'est un très bon signe pour la biodiversité. Oui, c'est vrai que c'est un très bon signe pour la biodiversité, mais on pourrait se dire, mais est-ce que le modèle économique de cette bascule vers le bio tient si les consommateurs ne sont pas forcément là? Si on ne va pas assez vite au niveau de la consommation, Oui. il nous faut pousser. Alors, il y a un autre chiffre qui est plutôt, lui, encourageant. C'est la Commission européenne qui donne ce chiffre. 67% des consommateurs européens achètent des produits plus verts et soutiennent les commerces locaux. Est-ce que ça, pour vous, c'est la tendance de fond, au-delà de ce qui se passe là sur le lait bio, qui est peut-être un épiphénomène, je ne sais pas, mais ça, pour vous, c'est la tendance de fond, clairement? Alors, la tendance de fond, d'abord, les 5 grandes demandes du consommateur aujourd'hui sont des produits sains. Donc ça, la grosse demande, c'est vraiment les produits sains, santé. Hein, je dirais que cette demande, elle augmente un peu. Ensuite, vous avez les produits bio. Ensuite, vous avez le produit locaux. Et locaux et bio sont un peu en bascule. Après la crise, après l'année qu'on vient de passer, le local, Ouais. et comme vous l'exposez, est devenu un sujet fort pour les consommateurs. C'est notamment ce qui s'est passé sur le lait. Il y avait C'est notamment une ce qui s'est bascule du bio vers le local. Tout à fait. Et le local devient un critère très important. D'ailleurs, nous, chez Carrefour, on a autorisé tous nos magasins à référencer des produits locaux en moins de 6 jours, paiement à 7 jours, etc. Donc, vous voyez, on a fait un grand appel d'air vers les produits locaux, vers tout ce qui peut se passer dans l'économie locale. Et après, en troisième, quatrième position, vous avez le zéro plastique. Et vous avez le zéro gaspille. Enfin, en cinquième et quatrième position. Zéro plastique, zéro gaspille. Donc, vous voyez, des produits sains, du local bio, zéro plastique, zéro gaspille. Alors, zéro plastique, il y a un bon exemple. Alors, c'est l'emballage de salade, là, de la mâche. Alors- Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Alors, vous imaginez, vous fermez les yeux, vous êtes dans le rayon des salades, les salades en sachet, vous voyez beaucoup de plastique. Oui, ça, Dans c'est ce sûr. rayon, c'est un challenge pour nous. Ouais. Donc, je vous rappelle l'engagement que l'on a de 100% d'emballage recyclable 2025. Dans ce challenge-là, il nous faut trouver des solutions. Et ce qu'on a réussi avec les crudettes, on a créé un genre de laboratoire qui s'appelle Reset. Et dans ce laboratoire, on a trouvé de nouvelles solutions. Et là, on est en train de tester dans nos magasins en La caméra, elle est Ile-de-France. par là, si vous Elle voulez est par là, le montrer. hop. Dans nos magasins en Ouais. Ile-de-France, on Ouais. a testé un sac entièrement en papier et qui est Mais alors, 100% attendez, recyclable. comment c'est possible? Parce que le papier et l'humidité font pas bon ménage. Donc, C'est pour ça qu'il est 95% papier. On a besoin ici d'avoir de la matière pour souder. On a besoin d'avoir un type de papier qui va garantir une humidité et une fraîcheur. Donc, fraîcheur et humidité garantie. C'est une première mondiale. Et on est en train de le tester. Les premiers retours clients sont très bons. Ouais. Combien de temps de recherche et développement pour sortir un produit comme ça? Parce que là, on est vraiment au cœur de l'innovation. Et c'est intéressant de voir que la transition écologique et environnementale, elle se nourrit d'innovation énormément. Ça, c'est 2 ans. 2 ans. Ça, c'est 2 ans. Hein, c'est depuis qu'on a lancé le laboratoire, qu'avec les crudettes, qu'avec la société LSDH, on essaie de trouver une solution. Le papier est clairement une solution sur laquelle nous, on veut investir. Vous savez déjà, sur le rayon fruits et légumes, vous l'avez peut-être constaté dans les magasins Carrefour, dans le rayon fruits et légumes, on est passé d'emballages plastiques à des emballages carton. Les tomates sont en carton, les pommes sont dans les emballages carton, etc. Donc, on voit bien que cette fibre cellulosique est une fibre d'avenir, recyclable, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a investi dans les récalcitrants. Je dirais que vous imaginez pas, il y a 2 ans,
pouvoir sortir un emballage comme ça sur un rayon aussi complexe. Emballage carton, il y en a un là. Il est zéro gaspille. Je vois écrit ça dessus. Il sert pourquoi les fruits et les légumes? Alors, je vous avais dit qu'une des attentes fortes du consommateur et qui est pérenne après la crise, qui s'est intensifiée, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui. Et donc, on a créé cette boîte, cette boîte qui s'appelle le panier zéro gaspille, qui est disponible en magasin. Et à l'intérieur de ce panier, vous allez trouver des fruits et légumes que vous n'avez pas choisis, mais qui sont peut-être un peu plus moches, qui sont un peu de fin de journée. Vous allez trouver ce qu'on appelle, nous, la banane célibataire. Vous savez, quand vous prenez des bananes, vous avez une main de banane, vous en prenez que 4. Oui. D'accord. Et la 5e, elle reste toute seule. Plus personne la veut. Elle est toute seule. Alors pourquoi? Parce qu'elle avait un petit trait noir. C'est drôle, je retiens cette expression de la banane célibataire. Retenez-le et puis consommez-la. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Donc la banane célibataire, on la met à l'intérieur, on met des poivrons, etc. On fait un prix rond et puis on vend ses paniers. On a vendu près de 500 000 en 3 mois. Ouais. Donc c'est une vraie attente consommateur. Ouais. On est loin de l'époque où la grande distribution était montrée du doigt parce qu'elle balançait de la javel sur les produits pour qu'ils ne soient pas récupérés. Hein. Alors on est loin de cette époque-là. C'est intéressant parce que même je me mets à votre place dans un grand groupe comme le vôtre, c'est un changement de logiciel. J'imagine que c'était crève-cœur pour beaucoup de gens dans l'entreprise il y a 20 ans de voir ça. Mais aujourd'hui, comment vous le ressentez, ce virage? C'est un changement culturel. C'est long, hein, c'est un changement culturel. D'abord, il faut vraiment un management complètement impliqué. Il faut notre CIO, Alexandre Bompard. Il faut notre patron de la France, Rami Beiti, qui pousse, qui démarre un changement culturel. Vous savez, pour que le changement culturel arrive du management jusqu'à toutes nos équipes, ça prend du temps. Mais oui, moi, j'imaginerais pas aujourd'hui dire à mes collègues en magasin, mets de l'eau de javel sur les produits. Je pense qu'ils me diraient, mais c'est pas possible ça. Je pense qu'il me dirait ça. Je vais le tester, mais je pense que pour lui, ce serait inimaginable. Ça lui rappellera de mauvais souvenirs. Ouais, Après, c'était quand même, c'est il y a très longtemps, hein, parce que vous imaginez qu'il fallait quand même aller prendre de l'eau de javel dans le magasin. Enfin, c'est complexe. Mais ça arrivait. Dans les engagements, il y a le fait de favoriser la pêche durable. Il y a des objectifs qui sont ambitieux. Je crois que vous êtes plutôt en avance sur les objectifs qui avaient été affichés. Vous en êtes où sur la pêche durable? Alors, ça, le sujet de la pêche durable est un grand sujet qui s'intègre dans la biodiversité. La protection de la biodiversité est un enjeu majeur. Vous savez que vous avez le sujet des forêts, vous avez le sujet de la pêche, l'agriculture. Et donc, d'ailleurs, en ce moment, le congrès de Marseille évoque tous ces sujets. La pêche, on est un peu en avance sur la pêche durable. On est en avance parce qu'on a plus de produits certifiés en rayon. On s'était dit un poisson sur 2. Et on est au-delà sur la France. Mais on n'a pas que la France, on a tous les pays à faire avancer. Et je pense que là, l'enjeu est important. Et les consommateurs sont demandeurs. Je dirais qu'aujourd'hui, la certification pêche durable, la certification qu'on appelle nous MSC, est devenue un peu un standard de consommation. Donc maintenant, notre challenge est de réinventer quelque chose qui va recréer une nouvelle transition pour le consommateur. Peut-être la traçabilité, peut-être de définir exactement l'origine du thon que vous avez dans votre boîte. C'est possible aujourd'hui avec un QR code de connaître exactement le bateau qui a pêché le thon que vous avez dans la boîte. Tout ça sont les demandes consommateurs que nous sommes en train de tester. Est-ce que le consommateur va se l'accaparer dans 1 an, dans 2 ans? Mais il va se l'accaparer. On va aller au-delà de la certification, c'est sûr. Le vrac, vous en êtes où? Parce que ça aussi, c'est un défi d'organisation pour des hypermarchés. Je pense que le vrac, on a été dans les 10-15 dernières années, on a toujours eu un peu de vrac. Nous, on a 1100 magasins équipés de vrac, donc c'est un gros marché chez nous quand même, mais on ne l'a pas rénové. On n'a pas une nouvelle expérience vrac. Alors, je ne sais pas si vous êtes consommateur de vrac, mais on n'a pas rénové l'expérience. Donc on est toujours en croissance sur ces marchés, mais on ne l'a pas rénové. Je pense que le vrac, et on est beaucoup à le penser au sein de l'entreprise, on a besoin d'une vraie rénovation de ce vrac. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus simple. Ça veut dire que vous pouvez venir avec votre propre contenant. Oui. Vous pouvez vous servir, vous pouvez poser votre contenant. Vous savez, en vrac, ce qui est terrible, c'est que quand vous vous servez, vous ne savez pas la quantité que vous allez avoir. Donc ce qui nous arrive très souvent, c'est qu'on a un client qui se sert en noix de cajou, il pèse et il se rend compte que ça coûte 12 €. Ouais. Il se dit, ah non, j'en veux plus alors. Et donc il le laisse. Et là, ça, c'est nous une perte. Et donc, si le client, on pourrait imaginer que le client dit, je veux 2 € de noix de cajou. Vous voyez, le client, en fait, ne se dit pas, je veux des noix de cajou. Ouais. Il veut un certain montant en euros, pas un montant en grammes, etc. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'on a à apprendre. Donc, on est en train vraiment d'entrer dans une phase pilote, nous, depuis 3 mois, très intense sur le sujet du vrac. On a lancé un challenge international pour connaître toutes les technologies dans le monde. C'est impossible, quand même, qu'il n'y ait pas cette technologie qui existe dans le monde, quand même. Donc, on a créé ce challenge. On attend encore des résultats avant la fin du mois. Et j'espère qu'avant la fin de l'année prochaine, on aura d'autres propositions d'expérience client. Parce que c'est ça, la clé. C'est l'expérience client. Oui. Puis l'autre point sur le vrac, c'est comment voulez-vous comprendre que la noix de cajou,
elle soit plus chère si elle est en vrac que quand elle est emballée. C'est incohérent. Ça. Incohérent. Ouais. Il nous faut avoir un prix qui soit attractif. Ouais. Alors pourquoi c'est plus cher aujourd'hui? Parce que finalement, il y a des contraintes derrière d'organisation dont il faut répercuter le coût. Vous imaginez vraiment l'exemple de la noix de cajou. Mais notre cajou arrive en sachet, par centaines de milliers dans une usine, etc. Ça s'est processé. Depuis 30 ans, c'est optimisé, mécanisé, etc. Nous, on va dire, attendez, stop, avant de mettre en sachet, on va prendre des lots plus gros, et puis ces lots-là, on va les transporter, on va les mettre dans des tubes. Ces tubes vont aller dans le magasin. Enfin, vous voyez, tout ça n'est pas adapté. Et donc, on a à reconstruire. Ce serait de passer d'un mode du sachet à la même efficacité sur le mode du vrac. Mais on va y arriver. Hein, il faut de le vouloir. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, ça passe souvent par les startups, et Carrefour a racheté ou investi dans de nombreuses startups ces dernières années. Je vais citer Cajou, Kitok, Dashbox, Potager City, Greenwiz, il y en a quelques autres. C'est une façon de se réinventer, ça ? C'est le rêve serait d'être pour une grande entreprise. Il faut qu'on se sente tous start-up. Oui, mais ça c'est pas possible quand on est 320 000 collaborateurs dans le monde, c'est compliqué. C'est possible. Ouais. C'est possible quand vous travaillez avec des start-up. Et que vous comprenez leur agilité. Vous savez, on travaille, nous, avec beaucoup de startups, par exemple, pour relancer la consigne. On relance un projet de consigne en magasin. Avec Loop. Avec Loop, tout à fait. Loop est une startup. Mais quand vous travaillez avec Loop, ça fait 2 ans ou 3 ans que je travaille avec eux, quand ils sont à côté de vous, ils vous montrent une agilité qui est incroyable. Et cette agilité, elle inspire nos équipes aussi. Et je pense que travailler avec toutes ces startups, les laisser indépendantes, c'est aussi nous montrer à nous comment on peut être agile, comment on peut prendre des décisions très rapides, etc. Et ça, pour nous, c'est un grand enseignement. Alors, restons sur cet exemple de la consigne. Que vous apporte Loop? En quoi, finalement, les innovations ou les idées ou l'agilité inhérente à cette entreprise, ça vous aiguillonne, ça vous permet d'accélérer? Vous imaginez que c'est un peu la même idée que pour la noix de cajou. Vous imaginez 60 ans d'habitude d'optimisation de l'emballage jetable. Et là, vous arrivez avec un projet, en fait, désolé, en fait, la poudre de chocolat, vous allez la mettre dans un pot métallique. Ce pot métallique, quand vous allez l'acheter, vous allez acheter la poudre et le pot. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez l'utiliser, vous allez revenir avec le pot et on va vous rembourser le pot. Enfin, vous imaginez comme c'est complètement à contre-courant. Juste un petit détail, vous imaginez que la TVA, elle n'est pas du tout calculée pour être différenciée sur la poudre et le pot. Donc on a plein de petits sujets complexes comme ça. Comment on lave tout ça? À quel endroit on lave? Et vous voyez la consigne où elle est complexe. La bouteille, tout le monde rêve d'une consigne sur la bouteille en verre. Mais regardez une bouteille de bière. Regardez une bouteille de bière qui est faite dans le nord de la France, qui est consommée dans le sud de la France. Elle devrait revenir du sud vers le nord pour être lavée et pour... Vous voyez, il y a toute une mécanique à remettre en place. Donc vous imaginez, c'est un autre mindset, c'est une autre organisation. Et donc quand Loop arrive, vous dites qu'il y a une bonne idée. La première réaction, c'est quoi? C'est on est trop gros pour y arriver? Comment vous réagissez? La première réaction, c'est Loop, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, Loop vient... D'abord, on avait fait une bouteille de shampoing en plastique des plages. Et il revient nous voir après, et puis il dit, voilà, ça vous dirait de refaire la consigne, ça peut marcher, etc. Et là, je suis avec Laurent Vallée, secrétaire général du Carrefour, et là, on dit, oui, on va le faire. Oui, on doit être le premier. On va le faire, on va le tenter. Et si on le tente avec Loop, et on laisse Loop à côté de nous. Et Loop va être agile. Et on a fait le pari gagnant, puisque Loop a été d'une agilité incroyable. Nous, on a réussi à mener ce projet à bien. On a quand même 40 produits qui sont réutilisables. On est le premier au monde à le faire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous avez mis en place un indice RSE. Évidemment, c'est un outil important. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Alors, l'indice RSE, d'abord, on est peu dans le monde à avoir mis en place un indice RSE. L'indice RSE mesure si nous sommes bien en ligne avec nos objectifs. Donc si par exemple vous avez un objectif sur le poisson, vous parliez du poisson, vous avez un objectif de 50% de poissons issus de la pêche durable. Si je suis cette année à 33% et que ce 33% correspond exactement à ma ligne pour atteindre les 50%, je suis à 100% de mon indice. Si je suis en deçà, je suis à 90% et au-delà à 110%. Et donc on a ça sur tous nos objectifs. Et à la fin, vous avez un indice qui vous dit si vous êtes à 100, à 110, à 120, etc. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à la rémunération de tous les cadres dirigeants chez Carrefour. Ça nous sert aussi à indexer des projets financiers. Quand on contracte de la dette aujourd'hui, on assujettit le remboursement de la dette et ses intérêts, on les assujettit à nos résultats extra-financiers. Quand on explique nos résultats à un investisseur, on donne notre indice. Et après, on donne notre résultat d'indice, et après l'investisseur, selon son affinité, va choisir quel sujet il veut nous voir développer. L'indice multicomposite est un vrai outil de management en interne, et ensuite de communication en externe pour exposer nos résultats.
C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu au cœur de la stratégie, la RSE. C'est au cœur de la stratégie. Parce que là, on est au cœur de la stratégie financière. Disons que nous, une direction RSE comme nous, on fournit des outils, on regarde dans le monde les différents outils qui existent, on les fournit à la direction financière. Et là, vous voyez, les projets financiers dont j'ai parlé sont portés par notre directeur financier et notre directeur de la trésorerie. Et je dirais qu'ils me consultent pour avis, mais c'est quand même eux qui portent ces sujets-là. Bien sûr. Des sujets comme ceux-là sont des sujets qui sont portés par nos équipes. Et parce qu'on outille, parce qu'on donne une direction. Est-ce qu'on vend toujours des fraises en janvier chez Carrefour? Non. Non, on a arrêté la vente de fraises en janvier. Depuis quand? On l'a arrêté cette année. Bon, en janvier. C'est pas trop tôt. C'est pas trop. Ah ben, alors. Non mais c'est bien parce que bien. vous n'êtes pas. Voilà, d'autres continuent de le faire, mais. Non mais. Mais en même temps, c'est notre comportement de consommateur qui avait perdu le sens des réalités. Hein. Je me mets dedans. Hein. Mais vous savez, des enjeux comme ça, des enjeux. La fraise est symbolique, la tomate est très symbolique aussi. Mais imaginez la rose. C'est pareil. Le 14 février. Eh oui, la Saint-Valentin, faut offrir d'autres fleurs. On l'a déjà dit ici. Hein. Non mais vous voyez, on a un enjeu de reconstruction du lien entre ce que l'on peut produire et ce que le consommateur est prêt à faire. Mais vous savez, nous on a arrêté les tomates et les courgettes bio. On les a arrêtés pendant 3 mois, novembre, décembre, janvier, dans une dizaine de magasins. Ouais. Ça a été un fiasco. On a eu beaucoup de critiques de nos clients. Pourquoi il n'y a plus de tomates, quoi? Parce qu'il n'y a plus de tomates. Ouais. Parce qu'ils avaient écrit ratatouille, je schématise, mais ils écrivent ratatouille au menu de Noël et qu'ils n'ont pas pu le faire. Vous savez, quand un client vient chez nous, il a une liste de courses, il a un besoin. Et en fait, tout le métier que nous, on a construit dans les 60 dernières années, c'est que ce besoin, on répond à son besoin. Oui, on peut tout trouver. Voilà, on peut tout trouver sous un même toit. Et donc maintenant, on a à accompagner ce changement. Mais vous savez, comme tout changement, c'est un changement qui est complexe. Mais cet accompagnement, j'y crois. Et je pense que si cette pression de la société, elle est si forte dans les prochains mois, les prochaines années, on va y arriver. Merci beaucoup, merci Bertrand Zwilierski. Bon salon pro durable. On passe à Smart ID. Je suis sûr que je vous ai intrigué tout à l'heure avec mes sacs en chambre à air de pneus de tracteur. C'est tout de suite.